Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon. Notre invité ce soir est le maire du 6e arrondissement de Lyon. Bonsoir Pascal Blache. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation, soyez le bienvenu. En face de vous, notre expert politique. Bonsoir Lionel Favreau. Bonsoir Léo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon Magazine, qui est partenaire de cette émission. Je le rappelle, comme d'habitude, quelques mots sur notre invité, sur vous Pascal Blache. Vous êtes de droite, maire du 6e arrondissement depuis 2014, c'est votre deuxième mandat. Finalement, vous êtes le seul à ne pas avoir été emporté par la vague verte lors des élections municipales à Lyon. Et on le rappelle, vous êtes chef d'entreprise dans le secteur des cosmétiques. Allez, c'est parti tout de suite, les questions d'actualité. Avec ce nouvel attentat, ça se passe à Nice, cette fois, 3 morts dans une attaque au couteau dans une basilique. Attaque qui intervient 2 semaines après l'assassinat de Samuel Paty, le professeur en région parisienne. D'abord, tout simplement, votre réaction, ça vous inspire quoi ? Ouais, ça m'inspire le fait qu'on est dans une situation où il y a une violence qui monte à tous les niveaux. On l'a vu, on l'a vécu notamment avec l'insécurité qui montait en ville, avec les rodéos, avec de l'incivilité. Et puis là, on a un nouveau phénomène, sans doute, qui vient d'une volonté de notre ministre, enfin d'une volonté, d'une annonce du ministre de l'Intérieur, qui a voulu aussi prendre des décisions concernant un certain nombre de personnes fichées S qu'il veut renvoyer, en voulant aussi fermer certaines mosquées, demander à des imams d'être dans un système de régime plutôt français. Donc tout ça aujourd'hui provoque des tensions intercommunautaires qui sont assez lourdes et qui sont assez inquiétantes. Laurent Wauquiez veut lancer un plan de lutte contre l'islamisme dans notre région. Qu'est-ce qu'il faut faire contre ce problème de la radicalisation ? Sur ce problème de la radicalisation, c'est ancien. La seule solution, enfin moi je suis pas un spécialiste de ce domaine, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut un islam qui soit intégré à la façon dont on vit en France. Et si vous voulez, aujourd'hui, il faut absolument trouver une solution pour qu'il soit intégré. Et moi je trouve déjà, c'est un vrai problème. Quand on voit que des imams sont financés par des pays étrangers et se retrouvent dans des mosquées où on ne sait pas trop comment les choses se passent, ça me paraît pas logique dans un pays qui est la France, qui je rappelle qui est le pays des droits de l'homme. Emmanuel Macron parle de séparatisme. Est-ce que c'est un terme qui vous paraît approprié ? Je sais pas, séparatisme, c'est compliqué. J'aurais plutôt dit inclusion, mais je sais pas comment mais Emmanuel Macron veut essayer de trouver une solution. Et souvent dans son discours, on a du mal à trouver la voie dans laquelle il veut aller. Séparatisme, oui. Des personnes qui ont un projet politico-religieux qui est contraire aux valeurs de la République. C'est ça que dit Emmanuel Macron. On n'a pas ça dans notre pays, selon vous, on n'a pas ce problème-là, ce mal-là. Vous ne voyez pas les choses comme ça ? Ou est-ce qu'on l'a sous-estimé ? Moi, je pense qu'on l'a sous-estimé. Et vraiment, aujourd'hui, on est dans une situation où on est débordé de partout et qu'il va bien falloir trouver une solution de sortie. Cette solution de sortie va être... et c'est là que la violence monte, puisqu'en fait, personne ne va accepter de vouloir faire une marche arrière ou de se renoncer. Il y a les chrétiens qui sont pris pour cible donc à Nice dans cet attentat. Il y a aussi les élus qui sont menacés, des menaces de mort, des menaces de décapitation précisément, contre le maire de Bron, contre le maire du 8e arrondissement de Lyon. Les élus sont des cibles. Vous vous sentez vous-même parfois en danger ? Écoutez, on est vigilants. Je pense que les élus, c'est un peu l'incarnation de la République. Hein, c'est un peu la matérialisation de ce que représente la République sur le terrain. Il faut juste quand même rappeler quelque chose. Les élus, ils sont là pour essayer de gérer les problèmes des gens. Et ils sont là pour, en ce moment, avec le confinement, on gère des tas de situations très difficiles. Il y a des gens qui sont en grande souffrance, on a des gens qui sont dépressifs, on a des suicides. Je crois qu'il faut que tout le monde comprenne que les élus, ils ont leur part ils portent leur part forte de gestion. Alors après, effectivement, menacer un élu, je pense que c'est uniquement une menace de mort qui vient en résonance en fait avec l'insécurité. Et à travers les élus, c'est la République qui est visée. En réaction à des décisions qui peuvent être prises, c'est ça ? Oui, en réaction à des décisions qui sont prises, on cherche une solution pour essayer d'agresser. En se sentant agressé, on cherche à agresser. Mais je pense que les élus sont effectivement visés parce que c'est la République, c'est très grave. Et je vous cache pas que effectivement, on est vigilant sur ce qui peut se passer parce qu'on est visé
tous les jours. Autre titre qui fait la une de l'actualité, évidemment, le reconfinement qui entre en vigueur donc partout en France. Ce reconfinement, vous diriez que c'est l'échec du gouvernement, la preuve d'une gestion qui a été hasardeuse dans cette crise sanitaire? C'est vrai qu'on a eu du mal à lire et à comprendre les annonces depuis le début. Il y a deux vagues. Il y a la première vague de confinement, qui est un peu hasardeuse. Après, on a une partie sur laquelle on déconfine. Aujourd'hui, je pense que ce qui se passe, on n'a pas le choix, et donc il faut revenir à un confinement. Je pense qu'on a été trop laxiste sur un certain nombre de sujets. Alors, je voudrais juste prendre un exemple parmi tous les exemples. Les restaurateurs ont fait beaucoup d'efforts pour arriver à trouver une distanciation sociale, recevoir leurs clients. Ils ont fait beaucoup d'efforts, ils ne sont pas récompensés parce qu'on va les fermer demain. Est-ce qu'on a déconfiné trop vite? Souvenez-vous que Jean Castex, c'était le monsieur déconfinement, s'est opposé à d'autres personnalités du gouvernement qui voulaient déconfiner par étapes. Est-ce qu'il aurait fallu, par exemple, porter le masque immédiatement dans tous les lieux publics? Moi, je pense que oui. Je pense que quand on a déconfiné, on aurait dû prendre des mesures drastiques, notamment sur le port du masque, sur la distanciation, et notamment aussi sur les rassemblements. Parce qu'on sait, en gros, aujourd'hui, que nous avons une circulation du virus très forte dans les lieux familiaux, dans les réunions familiales, et aussi auprès des jeunes qui cherchent à se réunir nombreux et ont très peu de recul par rapport à ça. Ils ne se sentent pas concernés. Par contre, ils concernent les personnes. Il y a eu des manquements, c'est ce que dit sur BFM Lyon Étienne Blanc, votre collègue de la droite lyonnaise. Il dit on a trop relâché. On a relâché trop vite. On ne peut pas considérer dans une pandémie comme ça, il y a une phase d'atterrissage qui doit être très très longue. C'est en fait, on a déconfiné parce qu'on s'est retrouvé dans une situation où ça circulait beaucoup moins, mais on a relâché trop vite. Et en plus, on s'est trouvé en période d'été, donc c'était encore plus rapide. Mais quand le maire de Lyon et les présidents de la communauté urbaine ont montré leur réticence face à certaines restrictions, notamment vis-à-vis des commerces, donc de l'économie, vous les avez compris ou vous trouvez que c'était malvenu? Non, moi je les ai compris. Je pense qu'on pouvait accompagner les commerces. C'est pas dans les commerces qu'il y avait le risque. Les commerçants, ils ont trouvé des solutions. Il y a de la distanciation, il y a du gel au départ. Ils ne prennent pas trop de monde dans leur point de vente. C'est pas tellement là le problème. Ça a été le relâchement général sur l'espace public. Sur le port du masque, donc, pour vous, il n'y avait pas de souci dans les restaurants, les commerces. Ce que vous dites, c'est que, du coup, vous êtes contre ce reconfinement? Non. Là, on n'a pas le choix. On est obligé de reconfiner parce qu'on a justement déconfiné trop vite. Donc, si on fait ça tout le temps, ça va durer éternellement. On va jamais s'en sortir. C'est le stop and go que vous craignez? Ouais, c'est le stop and go que je crains. Ouais. Le stop and go, aujourd'hui, il est essentiel. Sauf que le go, il va falloir le rendre rationnel et surtout pas repartir dans ce qu'on a fait sur la vague précédente. Vous qui êtes chef d'entreprise, Pascal Blache, le MEDEF disait un reconfinement, c'est égal à une économie qui s'écroule. Est-ce qu'on va avoir des faillites, des licenciements en cascade? Écoutez, aujourd'hui, c'est un peu comme un exercice fiscal. On est en 2020, donc on a chargé avec les PGE, les plans, le chômage partiel. Enfin, toutes ces aides permettent de tenir l'économie. Puis après, le 1er janvier 2021, c'est un nouvel exercice. Si on arrive à ce moment-là, on va baisser, mais on aura sans doute un phénomène de croissance plus fort, puisqu'on va redémarrer sur un phénomène plus bas, et donc on aura un phénomène de croissance. À ce moment-là, peut-être qu'on arrivera à s'en sortir, mais ceux qui n'auront pas été en capacité de rentrer dans cette situation, malheureusement, vont se retrouver en défaillance. C'est ça que j'allais vous dire. Comment on fait quand on est indépendant, commerçant, TPE, PME, qu'on est déjà fragilisé, que là, il y a le reconfinement, qu'on s'est déjà endetté pour survivre à la première vague, au premier confinement. Ils vont tenir le coup, tout cela? Non, et certains vont tenir parce qu'ils ont réussi un petit peu à faire de l'activité. Ils n'auront pas consommé leur PGE parce qu'ils auraient pu tenir. Ceux qui ont été obligés de consommer les prêts, il va falloir les rembourser. Ça va être très compliqué. Donc il y aura des dépôts de bilan, il y aura des difficultés. Il faudra prévoir de l'accompagnement, et notamment dans les reprises et dans l'accompagnement des reprises. Il faut que le gouvernement aille plus loin dans l'abandon de charges, par exemple. Écoutez, honnêtement, moi je trouve que le gouvernement sur ce sujet a été plutôt bon. L'accompagnement au départ a été plutôt bon et je trouve que Bruno Le Maire a pris des décisions qui ont été courageuses et qui ont beaucoup aidé à maintenir un peu tout le monde. Maintenant, il va y avoir une limite. Ça ne va pas pouvoir perdurer longtemps, mais je pense on tient encore un peu, mais bon, là, la ficelle est tendue. Quand même. Votre entreprise, vous, ça va comment? Je suis comme les autres. Moi, je vends des cosmétiques dans les parapharmacies ailleurs. En fait, on fait 30% du chiffre d'affaires qu'on devrait faire. Donc j'ai la chance, par contre, d'être dans un groupe où on a les moyens financiers pour tenir. Et vous savez, vous ne pouvez pas perdre de l'argent en permanence, même si vous avez des capacités financières, ça n'a pas de sens.
Voilà, donc on tient, on se réorganise, on allège, voilà, on reporte. Et là, on est reparti en confinement, donc on va avoir des salariés qui vont repartir en chômage partiel ou en télétravail. Pascal Blache, maire du 6e arrondissement, invité ce soir de Lyon Politique. Pas trop vite, non? Pascal Blache, est-ce que vous êtes venu à vélo ce soir à BFM Lyon? Alors non, je ne suis pas venu à vélo, j'ai pris un Uber parce que la ville était bloquée et je pensais que pour faire Lyon 6e ici, c'était pas possible. Mais je sais le faire. Alors, je vous pose la question, vous savez pourquoi, hein, c'est parce que vous poussez ce coup de gueule contre les pistes cyclables à Lyon, dans l'agglomération lyonnaise. Il y a trop de pistes, selon vous? Les écologistes sont en train déjà d'aller trop loin en termes de pistes cyclables? Non, je crois qu'ils confondent vitesse et précipitation. Il faut quand même, je vais être assez bref, il faut quand même se rendre... On a le temps. On a le temps? Alors allons-y. En fait, il faut se rendre compte que les pistes cyclables, c'est pas parce que les Verts ont été élus que les pistes cyclables arrivent. Ça fait déjà 2 mandats qu'on installe des pistes cyclables. On a développé les pistes cyclables. On est passé de 150 km à 300 km dans la ville de Lyon, de 500 km à 1000 km de pistes cyclables avant l'élection des Verts. Donc, ils n'ont pas inventé les pistes cyclables. On en a mis beaucoup et je pense qu'il y a un diagnostic que nous faisons qui est à peu près commun avec eux, qui est il faut améliorer la qualité de l'air, il faut éviter que les voitures soient encombrent trop la ville, la pollution, ainsi de suite. Mais le problème, le diagnostic est le même, mais par contre les solutions, on n'a pas les mêmes. C'est-à-dire, expliquez-nous concrètement là. Concrètement, vous voyez par exemple Courviton. Courviton, c'est un bon exemple. C'est un endroit où il y a un métro. Et c'est une zone piétonne. Il a été réaménagé parce qu'il y avait eu un accident grave. On a voulu apaiser la vitesse. C'est une zone sur laquelle les piétons peuvent circuler, puisqu'il y a un métro, il y a deux stations de métro. On nous a imposé une piste cyclable qu'on a accepté. Malheureusement, ça nous limitait l'espace. Et en plus de ça, on nous rajoute une piste cyclable en nous prévenant pas la veille. Et du coup, on ne pouvait plus passer. Mais qu'est-ce que vous craignez comme conséquence pour les commerces, les livraisons? Là, en l'occurrence, on a eu toutes les conséquences sur le Courviton. Le matin, je suis arrivé là-bas, il y avait les commerçants ne pouvaient pas être livrés. La piste cyclable qui avait été installée n'était pas finie, donc on ne pouvait pas la prendre. Il y avait des plots en plastique. On avait des déménagements qui ne pouvaient pas s'installer. Les commerçants n'étaient pas prévenus. Les habitants n'étaient pas prévenus. Et donc, en plus, on a eu des pompiers qui voulaient passer, qui ne pouvaient pas passer. C'était tout bouché. C'était un festival. Et depuis Depuis, pour le moment, vous savez que ces plots sont restés 10 jours. Hein, cet aménagement, c'est pas fini. On n'a pas reconnecté le bout de la piste sur le carrefour Brotteaux en allant sur Villeurbanne. C'est du temps perdu, de l'énergie. Je pense que ça, si vous voulez, c'est ce côté de vouloir imposer. Mais c'est plus ça qui vous gêne finalement. Si on comprend bien votre discours, vous dites les pistes cyclables, je suis pour, mais le manque de concertation, je suis contre. On a fait ça dans votre dos. Non, moi je me vexe pas de ça. Je pense que c'est idiot. Ça ne sert à rien. Rajouter une piste cyclable sur des pistes cyclables où il y en a déjà 2. Vous pensez qu'elles sont superflues en fait? Elles sont superflues. Parce que leur explication, c'est de dire les pistes cyclables actuelles sont saturées, c'est les autoroutes à vélo, et il faut désengorger pour que la fluidité soit retrouvée. Il faut faire des comptages. Venez voir avenue Foch ou sur le quai Charles de Gaulle dans le 6e. Vous allez voir que des vélos, vous n'allez pas en croiser beaucoup sur les pistes. Hein. Donc je ne sais pas saturé. Eux font des comptages, mais vous les contestez parce qu'ils font état d'études au carrefour, de comptages, etc. Non mais si vous voulez, moi je suis pas dans un débat contre les vélos. Le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, quand on est à la gouvernance de la métropole, qu'on est président de la métropole, qu'on est président du Citral et qu'on a tous les pouvoirs, c'est-à-dire... Vous parlez de Bruno Bernard. Je parle de Bruno Bernard, c'est-à-dire 7,5 milliards grosso modo de moyens, budget. Moi je pense que l'enjeu, c'est un grand dessein. Un grand dessein pour justement améliorer les usages. Et là, vous ne voyez pas sa vision pour vous? Ah non, je ne la vois pas parce qu'il y a 220 000 véhicules qui rentrent tous les jours dans la métropole. S'ils veulent réussir leur coup, ils ont les moyens, le pouvoir. Il faut juste créer des parcs relais à l'extérieur, trouver des transports en commun qui rentrent en ville. Mais ça aussi, c'est prévu. Il y a un projet global des écologistes, non? Vous n'avez pas lu leur programme? Si, je l'ai lu. Et ça ne vous convainc pas? Non, ça me convient, mais je dis juste aujourd'hui... Convainc pas. Si, c'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est une volonté dogmatique d'imposer des pistes cyclables, de laisser les terrasses sur stationnement. Vous pensez que c'est un problème de méthode, qu'ils font ça par petits bouts? C'est un problème de méthode. Alors on fait un petit morceau là, un petit morceau là. Et en même temps, c'est pour ça qu'ils ont été élus. Le problème de la pollution de l'air qui coûte cher à la Sécu. Il y a eu encore des études récemment. C'est pour ça que les Lyonnais ont voté pour eux. Mais c'est vrai.
Sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez venir sur le terrain avec moi, vous allez voir comment ça pollue. Hein, les bouchons, avec les pistes cyclables, où ça circule pas. Donc il y a un juste milieu à trouver. Ça va trop vite. Vitesse et précipitation dans ce domaine-là, c'est pas bon. Sachant qu'il y en a déjà pas mal de pistes cyclables. Là, on n'est pas à zéro, hein, on démarre pas à zéro. On a bien compris. Ouais. Toujours en termes de transport, Pascal Blache, les écologistes ont mis de côté le projet de métro E pour mieux desservir l'ouest lyonnais. C'était un projet porté par Gérard Collomb. Les écologistes, eux, préfèrent un projet de téléphérique. Gérard Collomb lui appelle à la mobilisation en faveur du métro E. Vous signez la pétition? Moi, je pense que c'est une erreur. Il fallait faire ce métro E. Parce que quand vous faites un élément structurant d'envergure, vous projetez pour les 30 ans qui viennent un désengorgement de l'Ouest. Et je pense que c'est une erreur. Et vers l'Est, vous voyez des projets que vous voulez pousser? Vers l'Est, c'est un peu différent parce que vers l'Est, justement, je pense que c'est une grosse partie de gens qui sont à l'extérieur de la métropole qui arrivent par l'Est. Parce qu'en fait, la croissance se fera à l'Est de notre territoire aujourd'hui. Les terrains sont disponibles. Là, on a plus besoin de transports en commun sur la base, à mon sens, de parcs relais très importants qui permettent aux gens qui travaillent dans Lyon de pouvoir se déplacer après des transports en commun rapides et propres sur une petite distance. Et l'augmentation des fréquences des bus, vous les soutenez dans de ce choix? Oui. Oui, il faut mettre des fréquences. Vous savez, quand vous voulez travailler... Donc tout n'est pas négatif dans ce qu'il propose. Ah non, mais moi, vous savez, moi je suis un pragmatique, hein, je viens du monde de l'entreprise. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Mais ce qui s'est passé sur Courvitance, c'est pas bien. Que je rappelle qu'on est élu quand même dans ce secteur. Donc on mérite juste qu'on nous prévienne un petit peu. Pascal Blache, comment vous jugez les premiers pas des écologistes au pouvoir? Ça fait un peu plus de 100 jours que Grégory Doucet est à la mairie centrale. Moi, j'ai eu deux réunions et pas mal de rendez-vous avec Grégory Doucet. Je trouve qu'on a eu il y a des choses intéressantes. Il veut donner plus de pouvoir aux arrondissements, plus de moyens pour répondre à la proximité, ce qu'on n'avait pas avec Gérard Collomb. Et sur Gérard Collomb, vous étiez réputé avoir une opposition plutôt constructive, assez souvent, par rapport à d'autres de votre camp qui étaient un peu plus clivants. Est-ce que vous avez envie d'avoir cette même attitude à l'ère écologiste ? C'est un peu différent. Moi, si vous voulez, à l'ère écologiste, aujourd'hui, on est quand même un peu éloigné dans la façon dont on voit les choses. Moi, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a rencontré tous les élus de la ville de Lyon et qu'on a fait des projets, notamment pour la PPI, hein, pour prévoir les investissements. Avec un certain nombre d'élus, ça se passe très bien. Et avec Grégory Doucet, ça se passe bien. Maintenant, on attend le final. Est-ce qu'on se passe moins bien avec Bruno Bernard, vous voulez dire ? Bruno Bernard, la métropole, c'est un peu différent. La métropole, on est dans un schéma plus éloigné. Là, aujourd'hui, sur Lyon, on a les gens en direct. Sur la métropole, on est pour l'instant sur une plateforme plus technique. On a encore trop de distanciation. Technique ou technocrate ? Les deux. Technocrate, plutôt, ouais. Vous êtes avec votre collègue du 2e arrondissement, les deux arrondissements gérés par la droite, les deux bastions de l'opposition dans la ville de Lyon. Pour l'instant, les maires d'arrondissement n'ont pas beaucoup de pouvoir. C'est avant tout une opposition symbolique. Vous devez vous plier aux décisions des écologistes. C'est dur de faire exister cette opposition ? Non, c'est pas dur. C'est parfois compliqué parce qu'on a du mal à expliquer aux habitants de nos territoires qu'il se passe des choses chez eux sans qu'on en soit informé. Et ça, c'est anormal. Vous êtes court-circuité. La méthode n'est pas bonne, ça va trop vite. Et comme c'est la métropole qui intervient sur ces sujets de voirie, puisque c'est leur compétence, voilà, on se retrouve dans des situations où, court-circuité, oui, on déclenche des choses sans vraiment en avoir parlé. On m'a invité à une réunion, pas tout seul avec mes élus, à la métropole, qui est une réunion de concertation, Monsieur Bagnon. C'était pas une réunion de concertation, il n'y a pas eu de concertation, on nous a dit c'est comme ça que ça se passait, pas autrement. Fabien Bagnon, qui est président de LPA et qui est aussi en charge de développement des pistes cyclables. Des mobilités, oui, qui est vice-président des mobilités. Et pourtant, les écologistes se disent des champions de la concertation. Oui, le dire c'est bien, mais le faire c'est mieux. Hein, moi, on peut revendiquer ce qu'on veut, mais la concertation quand même est très faible. L'insécurité avec votre arrondissement qui n'est peut-être pas celui qui est le plus concerné par l'insécurité, vous me direz si je me trompe, mais en tout cas l'annonce du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin de 300 policiers supplémentaires dans le Grand Lyon, c'est une bonne nouvelle, c'est nécessaire ? Oui, c'est nécessaire. Aujourd'hui, en fait, on a un problème de sécurité générale dans l'espace public, que ce soit à la métropole et à la ville. On a vu ce qui s'est passé dans le centre-ville, les rodéos, tous ces sujets de petites délinquances, mais qui sont devenus terribles. Dans le 6e arrondissement, vous avez raison, peut-être moins touché, mais on a beaucoup de vols à la roulotte.
voyez, la nuit dernière, on a 80 véhicules qui ont été fracturés on a volé à l'intérieur des véhicules, fracture des vitres. C'est sans cesse. Donc les 100 sur 3 ans, c'est bien. C'est une bonne annonce, elle va dans le bon sens. Mais on a un problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a 50 postes vacants à la ville, ouverts, et on n'arrive pas à les remplir. Les policiers municipaux, vous voulez dire? Ouais. Il y a 50 postes qui sont en attente ouverts, c'est-à-dire qu'ils sont financés. C'est quoi le souci? Pas assez attractif? Pas assez attractif. Pas assez attractif, sans doute un peu mal payé, peut-être pas assez reconnu, c'est difficile d'être policier. Et c'est pour ça que c'est bien, les 100 policiers sur 3 ans, ça fait 300, mais j'aimerais déjà qu'on fasse les 50 qui sont en cours, où on a déjà les budgets, et on n'arrive pas à les trouver. Votre collègue du 2e a proposé un plan de lutte contre la délinquance, passant notamment par le renforcement des caméras, la vidéoverbalisation, etc. Vous avez approuvé ce plan? Vous avez travaillé dessus avec lui? Oui, je l'ai régulièrement au téléphone sur ce sujet. Sur ce sujet, il est un peu plus pointu que moi, il est sans doute un peu plus concerné dans le centre-ville. Je crois qu'il faut développer la vidéoprotection. Ça ne doit pas être un dogme. Aujourd'hui, c'est un outil extrêmement utile pour les forces de police, pour arriver à régler des sujets de conflits qu'on a sur nos territoires. Je regrette aussi un petit peu des prérogatives. Par exemple, les agents municipaux n'ont pas la prérogative de pouvoir faire un contrôle d'identité à une personne. C'est-à-dire que là, bon, vous allez me dire, il faut passer par la loi, mais c'est-à-dire qu'un employé, un agent municipal qui contrôle quelqu'un, si la personne ne veut pas lui donner son identité, il ne peut pas l'obliger. Il n'y a que la police nationale. Mais il y a des petits arsenals, des petites choses qui sont... La police municipale va voir ses pouvoirs renforcés. Hein. Il le faut. Je suis favorable à ça. C'est dans le cadre du plan. La réponse des écologistes pour l'instant sur ces problèmes d'insécurité, elle est à la hauteur à vos yeux? Non, c'est trop faible. C'est trop faible? Il y a eu l'extension de la vidéoverbalisation, par exemple. C'est bien. Mais l'adjoint à la sécurité de la ville de Lyon, c'est quelqu'un qui a envie de faire progresser. Ce problème, il ne communique pas beaucoup. Hein. Il communique pas beaucoup. Il en a envie, mais le problème, c'est qu'il sent bien qu'autour de lui, il y a pas. Et alors, pourquoi c'est pas à la hauteur, rapidement? Rapidement, c'est pas à la hauteur parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où tout le monde se rend bien compte que c'est tendu, qu'il y a quand même dans l'espace public un grand nombre de problèmes, des cases, des vidéos. En plus, vous avez des gens qui sont pas bien suite au Covid. Et on ne prend pas la mesure du problème. Et la mesure du problème, c'est qu'il faut rajouter de la police, mettre de la vidéoprotection, de la vidéoverbalisation. Elle existe. Protection, il faut se donner les moyens. On parle de votre famille politique, la droite qui s'est déchirée lors des sénatoriales. L'ambiance n'était pas terrible non plus lors des municipales et métropolitaines. La guerre François-Noël Buffet, Étienne Blanc. Les coups bas, les trahisons, c'est regrettable? Ouais, c'est regrettable. Je pense que c'est un épiphénomène. Épiphénomène? Ouais, des sénatoriales. Non, mais je peux comprendre que sur le plan journalistique, François-Noël Buffet, sur ce plateau, était assez furieux. Oui, je l'ai vu. Oui, parce qu'il était le candidat légitime. Après, c'est un petit épiphénomène. Moi, je préfère conserver cette grande aventure qu'on a essayé de faire pendant la municipale, où on a élargi. Il n'y avait pas que des candidats de la droite, il y avait des gens de la société civile, il y avait des gens du centre. On a essayé de faire des propositions qui étaient assez ouvertes. Mais c'est l'accord avec Gérard Collomb lors des municipales qui a semé la zizanie, la discorde? Oui, je pense que ça a été un facteur de rupture assez fort. Une erreur? Je pense que l'erreur, simplement, je pense que s'il fallait faire cet accord, il fallait que Gérard Collomb se retire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la droite peut vraiment se reconstruire à Lyon, ou est-ce que les divisions des sénatoriales et cette alliance qui n'a pas permis de gagner ni à Lyon ni à la métropole ne la décrédibilise pas durablement? Je ne le crois pas. Alors je vais vous dire pourquoi. À la métropole, je ne crois pas du tout, parce que déjà, on est le plus gros groupe. Le groupe est extrêmement ouvert. Philippe Cochet a souhaité est-ce que l'on ouvre le groupe. Il y a des républicains, oui, des gens de droite, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encartés, société civile, centre. Donc on a un élargissement, une volonté d'élargissement pour coller à la réalité du territoire. La partie politicienne sur un territoire comme la métropole, l'enjeu est assez faible. Il n'y a pas trop de tiraillements dans ce groupe? Pas trop, non. Moi, je suis vice-président de ce groupe. Vous voyez, j'étais pas prévu parce que je suis le seul à être à Lyon, et donc je suis vice-président de ce groupe. Non, il n'y a pas de tiraillement. Je trouve qu'il y a même plutôt un bon état d'esprit, une vraie volonté de trouver des solutions, et des solutions sans doute qui vont être opposées à un certain nombre de choses que nous proposent les Verts. Aujourd'hui, la droite lyonnaise sera unie pour la campagne des régionales pour Laurent Wauquiez, si les élections ont lieu. Écoutez, alors moi je ne suis pas le représentant de la droite lyonnaise, vous savez, mais je pense que Laurent Wauquiez, puisque vous me parlez de ça, a un bon bilan.
Je sais pas, la Cour des comptes dit qu'il a un bon bilan, que c'est la région la mieux gérée. Alors, je ne vois pas en coup. Il n'y a pas que les comptes dans la vie. Non, mais c'est important quand même de bien gérer une collectivité, c'est l'argent public. Ça évite un certain nombre de dépenses inutiles. Donc je souhaite que Laurent Wauquiez soit réélu si les élections ont lieu. On passe à la toute dernière partie de cette émission. Les questions sans tabou. Pour vous, Pascal Blache, vous répondez quoi à ceux qui parlent du 6e arrondissement comme d'un ghetto de riches à Lyon? Et je leur réponds qu'ils ne connaissent pas. D'abord, le 6e arrondissement est un arrondissement plus jeune que le 5e, par exemple. Personne ne le sait. La moyenne d'âge a baissé, c'est 39 ans. Il n'y a pas que des gens riches. Effectivement, il y a une partie bourgeoise, très bourgeoise, le Nord. Pour le reste, c'est assez un peu... Une qualité que vous reconnaissez à Grégory Doucet, le maire de Lyon, malgré toutes vos critiques? Non, je ne critique pas tout. Non, une qualité, l'écoute. Son écoute. Votre mariage à une fille de la famille Mérieux, le géant pharmaceutique, ça a boosté votre carrière politique? Ça vous a apporté un réseau? Ça vous a ouvert des portes? Écoutez, je me suis marié en 1991 et j'ai été élu la première fois en 2014. Donc, non, écoutez, ça ne m'a pas boosté, j'en suis fier, j'ai pas de problème avec ça. Merci d'avoir été l'invité de Lyon Politique ce soir, Pascal Blache. Merci Lionel, merci à vous d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous jeudi prochain, 18h30. Restez avec nous, l'info continue sur BFM Lyon.